Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de cette discussion matinale. Nous parlons d'un sujet qui n'est pas de nos habitudes ce matin. Eh bien, mesdames et messieurs, il s'agit de la poésie. Cet art qui permet aux acteurs, ou ce genre littéraire qui permet aux acteurs, ou même à des activistes, de transmettre des messages, de l'émotion et bien d'autres encore. Nous allons au cœur de ce genre littéraire ce matin pour décortiquer tout ce qu'il faut savoir sur la poésie, surtout africaine, comment elle fait sa mutation, comment elle est, je vais dire, adaptée aux réalités béninoises, et qui sont les acteurs de la poésie africaine et aussi, pourquoi pas, béninoise. Voici mes invités. Les acteurs du monde littéraire sur ce plateau, je suis avec Monsieur Meshak Adiaro. Il est enseignant de musique et également écrivain. Bonjour Monsieur Adiaro. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la thématique en débat. Monsieur Constantin Amoussou, on le connaît en tant qu'homme politique, mais également écrivain. Bonjour Monsieur Amoussou. Bonjour, Madame Taoula. Merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir d'être ici. Nous serons rejoints par Djamil Mama Gao. Lui, il est poète et slameur. Nous allons démarrer en commençant déjà par comprendre ce que c'est que la poésie. Et je vais poser d'abord la première question à vous, Monsieur Adiaro. Alors, quelle définition donneriez-vous à la poésie dans le contexte béninois? Je vous remercie. La poésie, c'est une forme d'expression. C'est une forme d'expression, c'est une manière de dire les choses. Cette forme d'expression, elle est artistique, elle est également littéraire. J'aime à dire que la poésie est au carrefour de la littérature, qui est elle-même une forme artistique, qui est l'art des belles lettres. Et dans la poésie, ce qui me paraît essentiel à retenir, pour faire simple, c'est le son et c'est l'image. Le poète, il a la capacité de dire les choses, de les faire sonner d'une certaine façon, mais également de suggérer des images, d'utiliser beaucoup d'images. Donc, la poésie, c'est un regard, mais c'est aussi une façon de restituer ce regard-là et de le partager avec les autres. D'accord, oui, monsieur. Vous demandez ce que c'est que la poésie. Ça me rappelle une histoire. Il y a quelques années, je crois 15 ans en arrière, je venais de sortir mon ouvrage « Hydrolyse de mes paupières ». Et je m'étais rendu à Parakou pour le présenter. Mon compère Expédie Ologou avait annoncé que j'étais absent de Cotonou, j'étais absent de Plateau, et que j'étais à Parakou. Cela a permis aux auditeurs et aux téléspectateurs qui vivent dans la ville phare du Septentrion de savoir pouvoir m'identifier. Et il y en avait tout particulièrement une téléspectatrice qui, les 2 jours précédents mon passage à l'université où j'allais présenter l'ouvrage, venait rester me tenir compagnie. Et quand elle venait, elle prenait mon ouvrage, elle passait 2 heures à lire, elle lisait, relisait, puis elle revenait. Puis nous sommes au 3e jour, le jour de présentation de l'ouvrage, elle était toujours là. Et pendant que je m'apprête à partir, elle se tourne vers moi et puis elle me dit, Monsieur Amoussou, dites-moi, votre ouvrage parle de quoi? C'est un livre de sorcellerie? Et j'ai pouffé de rire. J'ai pouffé de rire d'abord parce que j'étais surpris qu'elle ait mis tout ce temps, tous ces jours, à lire cet ouvrage et a fini par me demander ce que c'est que ça. Et à la vérité, parce qu'elle ajoute, est-ce que c'est un ouvrage de sorcellerie? Elle m'a en réalité soufflé ce que c'est que la définition de la poésie. En fait, la poésie, c'est de la sorcellerie. Si vous voulez, c'est... Comment? En quel terme de sorcellerie? C'est de la sorcellerie dans la mesure où le poète, c'est celui qui est capable de se transporter et de transporter dans le monde invisible, de faire revenir des émotions difficiles à cerner, difficiles
à présenter en des mots simples, en des mots palpables, une réalité qu'il vit lui-même, comme celui qui fait un voyage dans le monde intelligible et qui restitue en faisant ressentir ce qu'il aura vécu lui-même à celui qui le lit. Et à la limite, il est même possible que celui qui lit, celui qui écoute, ne comprenne pas. Et que cependant, sans même avoir compris, cerné le contenu de chaque mot, de chaque syllabe, de chaque son qui sort, il en vive la poésie, il en vive l'émotion. C'est en cela que je dis que c'est de la sorcellerie, parce que être transporté, se sentir emporté, élevé, alors que l'on ne sait pas avec exactitude, forcément, chaque mot, son sens, son implication, sa suggestion, c'est en réalité une façon de vivre au-delà de ce qui est explicable. En réalité, la sorcellerie, pour le dire ainsi, si je l'entends, c'est ce qui est inexplicable. C'est ce qui peut se vivre sans pouvoir s'expliquer. Bien souvent, donc, un ouvrage, un texte poétique, il peut être même possible pour le créateur, donc le poète qui l'aura écrit, de ne pas enseigner toute la dimension et finalement de devoir faire un autre exercice, qui est l'exercice d'appropriation de ce qu'il aura écrit. Ou peut-être même de se surprendre lorsqu'un critique, lorsqu'un exégète vient à lire, à décrypter son texte, à le lui présenter, à découvrir lui-même des aspects du texte qu'il a écrit et qu'il ne saisissait pas lui-même. Voilà pourquoi je dis que définir la poésie, si ce n'est pas une chose presque impossible, c'est tout au moins de la sorcellerie. Bon, vous m'amenez à demander si c'est parce que je vous ai demandé la définition de la poésie selon le contexte béninois que vous me parlez direct de sorcellerie. Ou bien c'est généralisé, c'est général à tout type de poésie selon le contexte ou le continent. En fait, à la vérité, tout poète, quel que soit le pays, le monde, le continent, le temps auquel il appartient, est d'abord un magicien. En fait, quand on parle de sorcellerie, j'aurais pu parler de magie aussi. C'est la capacité à faire dire aux mots au-delà de ce qu'ils peuvent se suffire à dire eux tout seuls, s'ils n'avaient été enveloppés dans l'univers, dans les sonorités, dans l'environnement où ils ont été situés par l'écrivain, par le poète, avec l'ensemble des mots, des mesures, des sons qui accompagnent dans le contexte. Donc, que l'on soit aujourd'hui, comme l'on fut hier, que l'on soit sur le continent africain ou ailleurs en Europe, en tout cas en Occident, même en Orient, la poésie s'exprime pratiquement toujours de la même façon. En fait, ce n'est pas bien différent de la musique. Et il vous le dira, il est très bien placé pour le dire. C'est comme parfois des textes que l'on écoute, qui sont dans une langue que l'on ne comprend pas, mais que l'on ressent. On ressent le texte, on ressent l'émotion que le texte dégage, alors même qu'on n'aura pas été en mesure de décrypter chacun des mots en lesquels le texte a été écrit. C'est pourquoi la musicalité, enfin la poésie d'un texte, c'est sa musicalité. On peut même dire autrement qu'un texte poétique, c'est un texte d'être mis en musique, en réalité. Ok, d'accord. Alors, la précédente question, c'était la poésie dans le contexte béninois. Alors, je pose la seconde. Sur quel aspect cette sorcellerie ou cet art de suggestion au Bénin diffère-t-elle de ce qui vient des autres pays, M. Adjaro? Alors, fondamentalement, de façon intrinsèque, je vais même oser dire de façon ontologique, la poésie est une et universelle. Dans sa démarche, dans son appropriation de la langue, dans son but ultime et même dans son absence de but parfois, on se rend compte que tous les poètes du monde sont égaux, on va dire, devant la beauté de l'art. Mais dans l'histoire et dans l'espace, chaque territoire, chaque culture, chaque individualité s'est emparée de la poésie pour donner une âme. Et cette âme, vous pouvez la trouver déjà, et là je parle en tant que linguiste, vous pouvez retrouver dans le substrat, n'est-ce pas, d'un texte, la langue maternelle de l'auteur. Les structures, les formes de sa langue de départ, l'imaginaire collectif, les croyances,
Je parlais de Django tout à l'heure quand Constantin Amosso est entré dans la salle. Il sait de quoi je parle. Et donc tout cela, n'est-ce pas, infuse l'œuvre du créateur parce que ce sont les choses auxquelles il croit, les choses auxquelles on croit chez lui, la cosmogonie, la mythologie, l'ensemble donc de l'histoire des peuples, la construction même de la pensée dans les langues qu'il parle, y compris en dehors de ses langues maternelles. Vous allez voir quelqu'un qui parle espagnol, qui parle anglais, même s'il écrit un texte en français, ceux qui savent analyser, il parlait d'exégètes tout à l'heure, qui peuvent aller en profondeur, sont capables de décrypter, n'est-ce pas, la présence de traces évoquant donc le passif ou le background, n'est-ce pas, du poète. Et donc, dans le contexte béninois, pour revenir à notre pays, en Afrique en général, on a vu une certaine défense et illustration d'une certaine littérature en général, mais en l'occurrence de la poésie, où on a commencé par ressentir le besoin d'introduire, n'est-ce pas, les mots. Il y a certains mots qui sont réputés intraduisibles, que vous retrouvez à brûle pour point dans le texte et qui sont peut-être repris en note infrapaginale pour être expliqués ou pas. L'auteur peut décider de le laisser comme ça suspendu le temps que quelques interviews ou conférences dans les universités puissent démêler les chevaux. Voyez-vous, il y a des proverbes qui peuvent ressortir, parfois traduits dans une autre langue, parfois gardés dans le texte de départ. Il y a également un rythme, une certaine saveur. Léopold Sédar Senghor parlait de façon très étendue, n'est-ce pas, des chants de chez lui qui ont infusé, qui ont innervé son écriture et sa poésie dans leur rythme, dans leur musicalité. Constantin en parlait tout à l'heure, dans leur musicalité. Et donc, il y a toute une part du vécu, toute une part de l'être entier qui, n'est-ce pas, se diffuse dans l'écriture poétique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la lecture et la réception que le lecteur en fait sont elles-mêmes filles du background du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il va lire votre texte avec tout ce que j'ai cité là, qui peut intervenir dans l'écriture. Tout ça intervient aussi dans la lecture. Ce qui fait de la lecture poétique une lecture confusément plurielle. Et heureusement, j'allais dire diversément plurielle. Et donc, vous ne lirez pas le texte de Constantin de la même façon dont moi je le lirai, parce que nous n'avons pas les mêmes substrats, nous n'avons pas la même compréhension de l'histoire, la même compréhension de la langue, la même compréhension, n'est-ce pas, de l'analyse poétique, et peut-être même la même compréhension de la langue de départ qu'il parle. C'est peut-être l'explication de la confusion de la téléspectatrice ou de la lectrice. Mais la sorcellerie, elle vient de là, parce qu'un sorcier, un initié, n'analyse pas les choses de la même façon qu'un profane. Et le profane lui-même, il a un certain regard sur les choses. Et donc, la lecture, elle est diversément plurielle. Vous prenez 10 lecteurs pour un même texte. Vous avez à peu près 10 interprétations minimum, sachant que chacun peut faire une interprétation également en fonction du jour, de l'humeur, des événements qui sont survenus avant, des lectures qui sont passées entre-temps, si quelqu'un écoute cette émission par exemple et revient sur un texte qu'il a lu la veille, je vous assure qu'il n'aura plus le même rapport avec la poésie et le même rapport avec ce texte. D'accord. Monsieur Adjaro a tout de suite commencé par évoquer, je veux dire, c'est les particularités culturelles et sociopolitiques qui influencent quelque peu la poésie béninoise, monsieur Amosso. Oui, en réalité, il a su bien dit que je me demande s'il restait une chose à ajouter. Comme vous le savez, la poésie, c'est le chant essentiellement des images, des références. Or, les références sont construites selon l'histoire, la sociologie, et les réalités culturelles de chaque milieu, donc du milieu de celui qui conçoit le texte et parfois aussi du milieu de celui qui lira, celui qui recevra le texte. De ce point de vue, la création littéraire en chaque pays et peut-être même en chaque région de chaque pays est marquée également et très fortement par tout ce à quoi l'auteur, le poète a été lui-même sensible. Et lorsque vous lisez les auteurs, disons français,
peut-être des temps classiques, vous verrez une très forte allusion, par exemple, à la mythologie gréco-romaine, parce que c'est le fond commun à travers lequel il peut reconstituer à peu près, disons, les symboles de la civilisation occidentale. Dans un premier temps, il a été possible de percevoir que des auteurs, les premiers auteurs africains, ne se détachaient pas aussi suffisamment de cet univers, en sorte que il était possible, était régulier de voir des auteurs africains écrits et de se référer par exemple à Cupidon ou bien à Zeus ou bien Strato, Prométhée, qui sont des personnages de la mythologie gréco-romaine. Mais à partir du moment où le poète prend conscience de ce que il est d'abord le créateur, disons, il est créateur à partir d'un espace, à partir d'un milieu dont lui-même il est le fruit, et il prend conscience de ce que sa production doit refléter le milieu auquel il appartient et surtout doit parler à son premier lecteur, à son premier public, qui est celui qui relève du même milieu que lui. Ainsi, que ce soit Senghor, il a suffisamment parlé de Senghor, mais que ce soit Senghor tout singulièrement, lorsque vous le lisez, oui, vous sentez tout ce qu'il y a de culture propre sénégalaise et en particulier de culture sérère, sachant qu'il est d'ethnie sérère, ça se sent dans sa poésie. Et d'ailleurs, la poésie de Senghor, bien plus souvent, on a le sentiment que ce n'est pas que le poète qui dit un texte, et surtout un texte qui soit déconnecté de l'environnement. Non, c'est d'abord quelqu'un qui chante. Ces textes, d'ailleurs, c'est pour cela que bien souvent, quand Senghor écrit ses textes, il ajoute l'instrument de musique qui doit accompagner. Lorsque vous prenez un texte comme la femme africaine, où il dit femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vide, ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bandait mes yeux, voilà qu'au cœur de l'été de midi, te décoûtait promis du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Je m'en arrête là. Vous sentez les intonations, il monte, il descend, il s'envole. Et vous voyez très bien que, oui, il fait de la poésie, il déclame, mais il n'est pas bien loin de celui qui chante. Donc, ce n'est pas que les mots, c'est d'abord même la sonorité, c'est le ton, c'est l'intonation, c'est l'organisation du rythme du texte. De même, lorsque l'on en vient au contexte béninois, moi j'ai un ami que j'aime appeler le sorcier névralgique. C'est l'un de ceux avec qui j'ai créé le courant de poésie névralgique. Parce que pour se référer un peu à ça, au détour des années 2008, 2007, 2009, avec deux autres amis, j'avais mis sur pied un courant littéraire qui a pour nom la névralgie. La névralgie. Et notre défi surtout, justement, c'était de restituer un courant littéraire, parce que nous avions eu comme le sentiment que la réalité des courants littéraires devenait de plus en plus rare, de façon générale d'ailleurs, et singulièrement dans le contexte de l'Afrique et tout singulièrement du Bénin. Il s'agissait de Rodrigue Achaoué, Jean-Paul Toto et moi. Et nous avions commencé à nous réunir, à tenir des séances et puis à faire de la production. J'avais observé que lorsque vous prenez quelqu'un comme Rodrigue Achaoué, il a un engagement qui s'exprime de façon radicale dans l'attachement à la production culturelle, enfin à la culture. Il n'est du tout pas présent dans le champ, par exemple, politique. Vous ne le verrez pas très porté sur les réalités politiques et tout. Enfin, vraiment pas du tout. Cependant que chacun de tes textes est d'abord l'expression d'un engagement, mais pas l'enracinement dans la culture locale. Que ce soit, vous sentez, des mets locaux, des divinités locales, des noms, de lieux, l'espace. Et lorsque vous prenez quelqu'un comme Jean-Paul Toto, lui, il est plus porté vers le lyrisme sentimental, mais son ancrage dans la culture africaine, béninoise et au-delà du Bénin, parce qu'il a un côté togolais, un côté camerounais, tout cela qui se mélange, c'est toujours
disons, la convocation d'éléments et culturels qui renvoient à notre univers. Et lorsque vous venez à moi, qui suis le plus politique de tous, qui suis même essentiellement politique, on sent deux choses. D'une part, on sent l'engagement politique, et ça s'exprime aussi par une sorte de violence, qui n'est pas la violence, peut-être, c'est d'abord la violence des mots, des images, qui n'est pas forcément la violence de celui qui crée, mais la violence qui est une restitution des réalités telles qu'il est. Lorsque vous prenez tout à l'heure, parler de Django Gaillard Viril, je prends cet extrait de Hydraulique de mes paupières où je dis Django Gaillard Viril. Dans ma sébile, ma parole fallait que je vienne t'offrir un vossa d'amala au gombo. Un grand phallus gâte la surface de l'eau. Le phallus est boueux. Long est le phallus, large est le vagin et son gaillon visqueux ceinture la mer languille sombrée engloutie dans son cocon. Et la mer est visqueuse seule dans le cocon du vagin avagé comme un jojoba seul dans les bras de Joliba. Et la mer sent la morsure trapue d'une fourmi dans ses mollets. Et elle cherche. Et elle n'entend que le bruyant éclat du silence. Et la mer veut piler les odeurs du silence. Et je continue, etc. Et tout. Quand je prends cet extrait, que je m'en arrête là, il y a une grande adaptation, je vais dire scientifique en réalité, c'est une superposition en poésie des réalités politiques. Parce que je dis Django Gaillard Viril, d'accord, et puis après, j'arrive à l'exposé du sexe féminin, parce que je l'ai utilisé j'ai même utilisé l'expression biologique, le terme biologique, pour désigner le sexe féminin, après avoir parlé de Django, qui renvoie à la vie du phallus, donc qui renvoie à la virilité humaine, etc. Et tout. Et quand vous regardez bien tout cela, on rentre dans l'exposition du fonctionnement de la société. En réalité, le conflit entre l'administré et l'administration, en fait, entre le pouvoir et l'administré. Et le sexe mâle, donc le phallus, est en réalité l'incarnation du pouvoir. Le pouvoir, c'est comme vous observez les réalités politiques aujourd'hui au Sénégal et puis un peu partout dans des pays africains, mais au Sénégal tout particulièrement, qu'il faut focaliser l'attention aujourd'hui, vous allez voir cette confrontation constante entre le politique et la population. Et comme le politique, l'acteur politique, il tient le pouvoir, il incarne le pouvoir, il a, disons, la police, la gendarmerie, les services de renseignement, etc., etc. La force publique, en le déployant, il donne le sentiment d'être fort. Mais dans le conflit, dans le combat qui oppose toute cette force physique qui se déploie à la force déployée par la population, parfois à main nue, on finit bien par se rendre à l'évidence que c'est la population qui l'emporte sur le pouvoir politique qui exprimait sa force. Et c'est cela, en réalité, que la population est symbolisée dans la poésie que j'expose, un peu comme le sexe féminin. D'accord. Dans le rapport entre le sexe masculin et le sexe féminin, c'est le sexe masculin qui se braque, et qui se raidit, qui présente enfin, on voit ses nerfs. Et dès l'instant que, disons, l'expérience de la confrontation entre les deux se réalise, on voit bien pourtant que c'est celui qui, tout à l'heure, se braquait, qui aura fini disons, d'éprouver tout ce qu'il y a en lui, et pendant que la matrice en est peut-être toujours encore à en redemander. Et donc, à considérer que c'est en réalité toujours celui que l'on croit être le plus faible, et donc en l'occurrence la société qui l'emporte sur le pouvoir. Et c'est un peu cette réalité que j'exprimais dans ce passage-là que j'ai posé. Alors quand vous n'avez pas les éléments de référence... Mais c'est clair, on ne va rien comprendre. Il n'y a que l'auteur qui puisse expliquer son œuvre. C'est tout le côté sorcier. Non, pas que l'auteur. Parce que moi, ma lecture sera, comme le disait M. Adiaro, totalement différent de cette allusion à la société, au pouvoir. Oui. Parce que si vous n'avez pas les éléments de référence, à la limite, vous pouvez rester sur les éléments de périphérie. Bon, vous allez reconnaître les divinités locales, vous allez reconnaître peut-être une façon de rendre hommage à la cosmogonie
fond Yoruba, etc. et tout, vous reconnaîtrez peut-être une certaine violence. Parfois, penserez-vous une vulgarité, mais à la réalité, on est bien au-delà de tout cela. C'est pourquoi, pour lire de la poésie, il y a peut-être parfois lieu de ressentir ça d'abord, et ensuite, après l'étape où on ressent, l'étape où l'on décrypte. Et il n'est même pas sûr que le plus à même de mieux parler de ce qu'il a écrit, quand, porté par l'esprit, il a fini d'écrire, ce ne soit l'écrivain lui-même. Bien plus souvent, l'analyste, le critique, peut percevoir au-delà de l'écrivain même le fond de ce qu'il aura publié. C'est donc tout, pour ainsi dire, et pour m'en tenir à ça, comment... la complexité, la beauté de l'art. Que le milieu d'abord, que le milieu culturel, sociologique impacte la création, que la façon personnelle de ressentir, de percevoir les choses peut changer votre orientation. Et donc, même au Bénin, il n'y a pas une poétique béninoise, il n'y a pas une poésie béninoise univoque, telle qu'elle s'exprimerait sous la forme ou la même forme tous les écrivains béninois. Même pris dans le même temps, dans la même génération, peut-être même dans la même école, j'ai parlé du cas de l'école de la névralgie, il y a des différences de ressenti qui justifient que certains aient de la préférence pour ceci plutôt que cela. Et tout cela se sent tassé dans la variété du contenu de la poésie, tant au Bénin, aujourd'hui, qu'hier, et ce sera pareil dans le futur. Et ça s'est ressenti également comme cela, de continent en continent, dans le temps qui est passé, dans le temps qui vient. D'accord. Alors, on a dit tout à l'heure que la poésie permet l'expression de la diversité linguistique, mais comment, M. Adjako, les auteurs arrivent à s'imprégner des différentes langues? Parfois même, il ne s'agit pas forcément de leur langue maternelle. Alors, le poète... Il n'y a pas de normes en poésie. Ce n'est pas une science normative où on est obligé de restituer des choses, c'est au ressenti. Vous allez voir que quand vous êtes en train d'écrire un texte, pour ceux qui ont de la pratique, parfois vous ressentez que cette réalité que vous voulez dire ou exprimer n'a de force que dans telle langue. Et parfois, ce n'est même pas une langue que vous parlez. Et donc, vous allez... C'est en ce moment que le poète peut, l'écrivain, c'est un chercheur. En ce moment, vous cherchez dans votre environnement ou sur Internet si c'est disponible le mot et vous vérifiez si la charge émotionnelle que vous recherchez, la charge même électrique, j'ai envie de dire, si vous la téléchargez, si ce mot permet de télécharger donc cette émotion, vous l'utilisez directement en l'état dans le texte. Après, effectivement, la richesse d'un texte, c'est parfois et souvent le produit de la richesse de la culture de son auteur. Donc, plus vous avez lu, plus vous avez absorbé, plus vous êtes en harmonie avec votre environnement, et plus votre poésie, elle est agréable, elle est riche, et elle renvoie, n'est-ce pas, il parlait de référents, Monsieur Amoussou, donc il renvoie, n'est-ce pas, à plusieurs référents décodables sous différents angles en fonction, donc, effectivement, des clés disponibles au niveau du lecteur. Et donc après, d'un autre côté, au-delà de la richesse des langues, c'est la richesse du langage humain qui est encore plus intéressante, n'est-ce pas, dans le contexte poétique. En réalité, c'est la manière de dire les choses, les mots eux-mêmes, les sens, les doubles sens, ou les sens multiples, et le supposé, le présupposé, le sous-entendu, l'a priori, la suggestion, et tous ces éléments-là qui font la richesse d'un texte. Il y a le texte, il y a le sous-texte, et vous n'avez pas idée de ce qu'une phrase simple, même dans une simple langue de départ. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire rire. Dans un chant de Polyrythmo, on entend Agbassa glacé. Et c'est un chant très bien connu. Agbaza mimé. Alors, il dit Agbassa glacé. C'est de la poésie. Non, au départ, Agbassa non glacé. Agbassa, c'est pas, on met pas ça au frigo. Non. On est d'accord. Donc, de façon basique, Agbassa non, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Vous voyez, il y a une puissance de suggestion là. Et puis il va raconter que quand il touche, et quand il même la voix au-delà, il dit Mo et Léo. Donc il ne la touche même pas.
Mais cette température, n'est-ce pas, le visite et le met dans un état second où il ne sait plus à quel sait se vouer, comme dirait le regretté Guillaume Roger, ni même si c'est nécessaire de se vouer à un saint. Parce qu'il faut décider si c'est nécessaire de se vouer à un saint avant de se demander lequel. Et tu écris saint là comment? La question restera entière. Là, vous suggérez beaucoup de choses. La question restera entière. Et donc, voyez-vous... Parce que moi, je sais dans le contexte auquel des saints. Absolument. Pour glacer. Absolument. Puisqu'on est dans le champ lexical du Agbassa glacé, voyez-vous. Donc, en réalité, voyez-vous, c'est toute cette... Voyez, c'est tout ce champ qui est intéressant dans l'œuvre de l'auteur. Et on parlait du lien entre la poésie et la musique. Ce lien a toujours existé. Donc, quand vous dites ça, celui qui écoute, il ressent. Et nos pères, ceux de cette époque-là, ressentaient très bien cette poésie-là. Voyez-vous. Et donc, les éléments, parfois c'est simple. Agbassa, c'est un mot qu'on connaît en fond, ça veut dire la peau. Glacé, c'est un mot basique. Donc là, on part sur des mots, n'est-ce pas, purement triviaux, pour entrer, n'est-ce pas, vous voyez, dans l'analyse jusqu'où on est parti, et on aurait pu continuer. On aurait pu continuer, c'est une affaire d'échange thermique, c'est une affaire de perception, c'est une affaire de suggestion. Le mec, il se projette même, en fait, sur tout ce qui peut se passer autour, avec, dans, entre, voyez-vous, autour de cette peau-là. Donc, c'est un ensemble diffus qu'on peut percevoir à partir de mots simples. Donc, ce n'est pas tant la complexité de la langue ou la complexité du mot, mais c'est la complexité avec laquelle le poète de tout temps est capable de faire du beau, du sens, de l'image avec des mots apparemment simples. Et la question de la simplicité du mot elle-même doit être relativisée parce que c'est en fonction de votre culture. Plus votre culture est élevée, plus les mots qui paraissent compliqués pour certains deviennent triviaux pour vous. Plus, par exemple, quand je rentre dans le langage spécialisé de la communication ou des mass médias ou de la télévision, il y a des mots qui, pour vous, ne représenteront pas grand-chose parce que c'est votre marigot. Ouais. C'est là où vous dormez, comme on dit. Mais pour d'autres, ça va paraître barbare. Parce que la barbarie, comme on le lisait très bien dans la mythologie, dans l'histoire gréco-romaine, c'est ce qui n'est pas nous, que nous appelons barbares. Donc, plus on s'éduque, plus on se cultive, et la barbarie, elle descend parce que vous accédez à la compréhension des choses. Et parfois, le poète n'a pas d'autre choix. Il y a des mots, vous voyez, c'est d'abord le ressenti à la base. Et ensuite, le mot pour exprimer ce ressenti-là, ou pas. Et donc, la difficulté, c'est de trouver la forme d'expression, le mot le plus juste, ou l'ensemble de mots pour, n'est-ce pas, communiquer ce ressenti-là. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne moins. Mais dans tous les cas, le poète aura livré son message. Et le message pourrait faire le tour du monde. Moi, j'ai vu des poèmes extraordinaires. J'ai vu des poèmes d'un mot. J'ai vu des poèmes d'une lettre. J'ai vu des pages vides avec un titre. Et c'est de la poésie. Oui, la poésie, c'est extraordinaire. Le titre veut tout dire. Écrivez votre poème, cher ami. Donc, enfin, le poète, il est tellement libre. J'ai vu des poèmes avec des formes. Quelqu'un a écrit un texte avec une forme de cœur. J'ai vu des poèmes écrits sous forme d'arbre. J'ai vu des poèmes en diagonale. J'ai vu des poèmes avec des mots épars dispersés sur le papier. Il y a cette liberté, en fait, non seulement dans le sens, mais aussi dans la forme, dans la construction. Voilà, on s'est affranchi il y a longtemps, je ne sais pas si j'anticipe une question, mais de tout ce qui est rime formelle, de césure de vers, le poète il est libre. Et en plein 2024, quelqu'un peut décider d'écrire comme du Hugo, il reste un poète. Et il mérite du respect. On va faire tout à l'heure cette comparaison entre les prédécesseurs et les contemporains aujourd'hui. Mais bien avant, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents qui viennent ou qui traversent l'écriture poétique précisément actuellement, Monsieur Adjaro? Alors, il y a un thème qui est aussi vieux que le monde, poétique. Non, malheureusement. Bon. Malheureusement pour vous. Lequel alors? Non, c'est l'amour. L'amour. L'amour sous toutes ses formes. L'amour, le désamour, les deux étant les deux faces d'une même médaille. Il parlait tout à l'heure, Monsieur Amoussou, de l'administrer, n'est-ce pas, et du pouvoir public. C'est le désamour, voyez-vous. Et donc, l'amour,
c'est un thème, pour moi, pour ce que j'ai vu, que ce soit l'amour pour l'écriture, l'amour pour la nature, l'amour pour soi-même. J'ai vu des textes vraiment, un mot d'ego trip, comme on dit dans le rap, où on s'affranchit de certaines tutelles pour se proclamer soi-même. L'amour pour l'Afrique, ça, on a beaucoup lu ça avec Senghor, Césaire et les autres. L'amour pour sa peau, l'amour avec Dubois et compagnie, pour ses origines, l'amour pour son pays, comme on peut l'entendre chanter Vicky. Voilà, donc ça, on l'entend. On l'entend dans beaucoup de textes. Et après, la thématique, la question du thème, en fait, elle est fonction du positionnement aussi de l'écrivain par rapport à son monde, par rapport à son histoire. Il peut raconter quelque chose de personnel. Il peut prendre la parole de quelqu'un pour dire une réalité. C'est comme, je connais des poètes qui ont parlé comme un fœtus, qui a envie de raconter sa venue au monde, mais qui a été rapidement écourté par l'avortement. On a entendu Alain Béon dans le clip en parler. Donc le poète, il peut parler au nom de tout le monde. Il peut parler au nom d'un président déchu, il peut parler au nom d'un enfant qui vient de naître, il peut parler au nom d'une femme enceinte, il peut parler au nom de n'importe qui. Et il peut même parler au nom d'un arbre. Il peut parler au nom d'une rivière. On a vu des choses extraordinaires dans la poésie. Les thèmes sont variés. L'artiste, l'écrivain, j'aime bien l'appeler artiste, c'est un esthète de toute façon, se positionne comme il le ressent, sans une, on va dire, prescription normative qui l'oblige à s'installer dans une thématique. Après, il y a l'effet de mode, il y a les écoles, il y a les combats personnels, il y a parfois des subventions qui peuvent, n'est-ce pas, fixer une certaine thématique en période électorale et tout ça. Voilà. Alors, Constantin Amoussou, la question de la comparaison sera à vous. Les poètes contemporains béninois, comment se démarquent-ils peut-être de leurs prédécesseurs? Lui, il a fait l'exercice d'en citer quelques-uns, autant dans l'ancienne génération que celle-ci. Se démarquer de leurs prédécesseurs, déjà, faut-il commencer par les identifier? Je n'ai pas singulièrement le sentiment que entre les générations, il a pu y avoir une démarcation générationnelle. Enfin, je considère que, et j'ai même pu faire cette observation à l'intérieur du courant de la poésie névralgique, même en étant du même courant, nos tempéraments, nos centres d'intérêt spécifiques ont orienté la forme d'expression poétique de chacun de nous. Donc, singulièrement, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une évolution entre la poésie telle qu'elle s'exprimait au début, disons, de la naissance de la littérature béninoise, donc dans les années. C'est qui même le premier poète béninois? Il faut bien que je puisse me rappeler, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais quand je viens dans des générations intermédiaires, je pense à quelqu'un comme Florent Eustache-Essou. Entre Florent Eustache-Essou, dans ses publications des années 1980-90 et la génération qui produit aujourd'hui, Florent est toujours en activité, la volonté, l'audace d'aller loin est toujours la même, elle est toujours aussi forte que ça, l'expression créative est toujours aussi forte, l'ambition est toujours aussi présente. Je n'ai vraiment pas le sentiment qu'il ait pu y avoir un dépassement générationnel, qu'il ait pu y avoir un conflit, disons, de champ d'orientation de la poésie ou même de l'invention, de champ de créativité entre les poètes, que l'on passe d'une génération à une autre. J'ai simplement le sentiment qu'il y a toujours, qu'il est demeuré présent au niveau de chaque génération, de chaque auteur, la volonté de s'exprimer dans une poésie qui parle aujourd'hui et qui soit en mesure de continuer à parler aux gens demain. Parce que si votre création est poétique, si votre texte est vraiment poétique, dans 50 ans, il continuera d'être poétique aux oreilles de ceux qui l'écouteront. C'est d'ailleurs pour cela que l'on peut continuer d'écouter des textes qui datent de 300 ans, 400 ans avant notre génération, mais dont toute la sensibilité poétique continue de s'exprimer et de parler à ceux qui écoutent aujourd'hui. Enfin, sur une question que vous avez entendu poser à M. Adiaro,
sur la difficulté à faire de la typologie. Et peut-être qu'il peut être la raison pour laquelle nos jeunes écoliers ou collégiens ont du mal à identifier les poètes béninois. C'est peut-être une question, mais plus singulièrement, quand vous interrogez quelqu'un comme Florent Kwaozoti, qui n'est pas poète du tout, en tout cas pas au sens où il écrirait de la poésie, un ouvrage poétique, lui dit qu'en réalité, il n'entend vraiment pas la poésie comme un genre autonome. Que pour lui, la poésie peut exister et doit exister à l'intérieur des écrits prosaïques. Enfin, donc, il écrit son roman, il écrit ses nouvelles et à l'intérieur, il produit de la poésie. Et si effectivement, l'on était dans la seule quête de la poésie à travers les écrits, on devrait pouvoir aussi citer Florent Kwaozoti comme un poète, quand bien même il n'a pas publié d'ouvrage spécifiquement poétique. Donc, dans la question de où et qui sont les poètes béninois, il y a un piège. Il y a le piège de savoir s'il s'agit de ceux qui ont publié des ouvrages qu'ils ont appelés poèmes ou recueils de poèmes ou rubans de poèmes, ou de ceux à travers les écrits desquels, même quand l'ouvrage n'est pas spécifiquement un ouvrage du genre poétique, que c'est peut-être une œuvre de fiction, un roman, une nouvelle et peut-être même un essai, on a réussi à y mettre des notes de poésie. Dès ce moment-là, en réalité, quand on demande à un individu, cite-moi les auteurs ou les poètes béninois, il serait en droit de poser la question, qu'est-ce que vous voulez que je vous cite? Voulez-vous que je vous cite les gens qui ont écrit poésie sur les ouvrages? Parce qu'on peut bien avoir écrit poésie sur l'ouvrage et en réalité, ce n'est pas de la poésie. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir écrit recueil de poèmes ou d'avoir écrit poésie. Il faut qu'à la lecture, au ressenti, le texte soit imposé effectivement comme étant de la poésie. Et donc voilà la petite contribution que je voudrais ajouter et finir sur la question qui m'a été posée. Merci. Si vous permettez, il a ouvert une petite parenthèse sur les premiers poètes, parce que je cherchais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ma première intervention aussi, et ça ne venait pas, mais plus tard j'ai eu quelques noms qui sont apparus dans ma mémoire, c'est Fernando d'Almeida et Émile Ologoudou. Ces précurseurs-là qui déjà dans les années 30, 40 ont commencé à produire des textes qui ont fait école. J'ai eu la chance avec le regretté Guy Ernest Cao, qui est comédien et conteur, de travailler sur des textes de Fernando d'Almeida que nous avons mis en scène à l'Institut français il y a à peu près 10 ans, où j'ai écrit de la musique dessus et il disait les textes et c'était de la richesse. C'est de la richesse. Jérôme Carlos a écrit de la poésie. Moi, j'ai lu des textes de Jérôme Carlos à l'époque, dans ses premières parutions, avec son comparse. Et donc, il y a eu le cercle Loris Ziris avec Kako Maouyon, le ministre Kako Maouyon et quelques-uns. Le regard de la mer. Le regard de la mer. J'étais au lancement d'ailleurs de cet ouvrage. Et le collectif était assez animé avec y compris des écrivains, des auteurs. Camille Amoureau. Avec Camille Amoureau, voilà. Et donc il y a eu de la poésie, il y a eu du mouvement. Il a cité Florent Eustache-Ressou qui a quand même eu des prix de poésie au niveau africain et international. Donc effectivement, nous avons des auteurs. Il y a eu beaucoup d'anthologies. On ne pourra pas citer tous les noms parce que dans les anthologies, vous retrouvez des plumes qui sont assez vivaces, mais qui ne s'imposent pas forcément comme des figures de proue de la poésie béninoise, mais qui ont de la sagesse dans l'écriture. Certains Chris Amengan ou d'autres qui ont publié dans des ouvrages collectifs. Et on a vu, il y a eu des ouvrages de femmes aussi, avec... j'oublie le titre où Carmen était dessus, Lucrèce Degla et d'autres aussi qui ont publié de magnifiques ouvrages, Écrins d'ivresse avec Edison Carmen Adjovi et Lucrèce Degla. Donc je crois qu'il y en a de plus en plus. Il faudrait peut-être qu'on s'arrête. Vous me mettez un projet en tête. Non, vous me mettez un projet en tête pour qu'on fasse un petit inventaire, un petit bilan à mi-parcours, ne serait-ce que pour des besoins pédagogiques et pour les médias aussi. Ça nous permettrait si vous promettez de faire un relais,
on pourrait faire ce travail-là. Payez-moi déjà le droit d'auteur. Pour l'idée. Ouais, ben oui. Excellent, excellent. Allez, on va parler de cette forme de mutation de la poésie béninoise et à travers, bien évidemment, le mouvement slam. Ces artistes qui commencent de plus en plus à nourrir nos scènes à travers le texte et qui s'inscrivent parfois même dans des combats personnels ou pas, en tout cas trans. Alors, Monsieur Adjaro, quel impact a ce mouvement sur la scène poétique béninoise? Alors, vous me permettrez de faire une restitution historique. Avant le slam, il y a eu le rap. Ok. Et le rap, je m'en voudrais qu'on n'en parle pas, c'est un terreau extraordinaire de la poésie qui fait que, en réalité, il y a eu, et nous avons eu des poètes extraordinaires qui ont écrit des textes de rap, mais la musique parfois prend le pas. On va dire le flow, il est tellement rapide que ce sont seulement les adeptes, les initiés qui captent, mais en réalité, quand vous prenez MC Solar en France, depuis une certaine génération, il est considéré dans le cercle des poètes comme un poète. Pourtant, c'est un rappeur, en fait, dans la typologie. Donc, au Bénin également, quelqu'un comme Sergent Marcus, qui est un rappeur de la vieille école, qui est d'ailleurs un acolyte, un membre de notre cercle. Sergent Marcus, pour nous, c'est un poète inénarrable, c'est un poète viscéral. Donc, je voudrais restituer, n'est-ce pas, déjà, au niveau purement, je suis enseignant, hein, au niveau purement de la question des genres, que le rap a précédé le slam, le rap a même inspiré le slam. Mais aujourd'hui, le slam est devenu un peu comme ce carrefour où vous pouvez entendre de la poésie, mais autrement. Et à la base, c'était improvisé. Hein. Vous savez, le slam, il a commencé par de l'improvisation. Vous retrouvez entre amis, vous avez un ou deux verres, à moitié vide ou à moitié plein, c'est selon votre perception. et après, chacun passe à tour de rôle pour dire un texte, mais souvent en mode de freestyle, comme on le dit dans le milieu, très très libre. Et de plus en plus, les questions d'esthétique ont poussé les slammeurs à aller plus en profondeur, à faire du travail à table, comme on dit, pour travailler les images, travailler le savoir-dire, faire les découpages, les respirations, les refrains, parce qu'ils travaillent beaucoup sur le leitmotiv, des paroles qui reviennent, des bouts de texte qui reviennent, des mots qui reviennent, la construction anaphorique et différentes autres figures rhétoriques qui leur permettent en fait de mieux structurer le texte et d'aller plus loin dans les formes d'écriture. Donc aujourd'hui, au Bénin, je peux vous le dire, hein, sans grand risque de me tromper, qu'avec quelqu'un comme Florent Eustache-Ressou, qui est passé de l'écriture poétique livresque au slam aussi à un moment donné, les jeunes qui ont fait véritablement ce combat, c'était des gens comme Thibaut Adotanou, qui est aussi magicien, mais qui est slammer en langue fongbe à la base, des personnes comme Kamal Radji, comme Jasmine Rossinguezo, rejoint par Amalgayon qu'on a vu, par Gopal Das, par Semevo, l'enfant noir, excellentissime slammer, mais excellent, Harmonie, qu'on a découvert aussi par la suite, et beaucoup d'autres. Je ne pourrais pas tous les citer, ils se connaissent entre eux. Le collectif le plus virulent à l'époque, c'était un certain BP 229. 10 BP 229. 10 BP 229, parce qu'ils étaient à la base 10, BP pour dire Boulevard des Poètes, et puis 229 pour dire le Bénin. Donc, il y avait, on a eu de très belles plumes, certains ont continué, d'autres sont plutôt allés vers l'entrepreneuriat, mais il y a une pépinière qui est restée, et justement, eux qui ont décrété cette génération que vous voyez là, qui les ont accompagnés, qui les ont formés. Et aujourd'hui, vous avez presque des slammeurs partout dans les grandes villes du Bénin. Le slam est en train de changer quelque chose de fondamental. Quoi? En l'occurrence, par exemple, un autre regard sur la poésie. Vous voyez, les jeunes, moi je l'ai expérimenté dans certains milieux, les jeunes et les moins jeunes, sont plus enclins aujourd'hui à écouter du slam, même au milieu d'un grand colloque ou en pleine conférence ou dans un spectacle où il y a plein de musique. Si un slammer il arrive, qui a de la belle musique derrière, ça va passer un peu mieux que si on débarque avec une fable
de La Fontaine ou les contemplations qu'on veut lire. Et on dit, bon voilà, on va vous lire la page 46 des Fleurs du Mal de certains Baudelaire. Hein, et voilà, et là, vous allez voir qu'il y aura de la réticence. Alors qu'avec l'islam, le propos, il est presque banal, je dis presque parce qu'il y a de la construction derrière, mais il est accessible plus ou moins, à chaque fois ce sera une question de niveau, hein, mais il est globalement accessible parce qu'il veut toucher tout de suite, provoquer des émotions tout de suite, provoquer une certaine prise de conscience, une sensibilisation tout de suite, et ça fait que c'est une forme nouvelle qui commence par parler aux gens et qui commence par faire en fait son petit bonhomme de chemin. C'est bon je peux m'arrêter, vous laisser rebondir. Sinon, je voulais demander... En fait, par principe, nous, on peut ne pas s'arrêter. Je l'ai compris. Je voudrais que vous puissiez retenir, ça va vous aider dans la suite de la police. C'est une option, en fait. D'accord, je l'ai compris. On peut cliquer ou désactiver, voilà. C'est peut-être parce que le message passe si vite qu'on a tendance à en abuser. C'est pas une critique, c'est peut-être un constat. Aujourd'hui, tout le monde veut faire un combat à travers le slam. Tout le monde veut se positionner pour dénoncer telle ou telle chose. Est-ce que parfois aussi ça n'a pas d'inconvénient? Monsieur Amsou, la question est à vous. Bon, je ne sais pas si tout le monde veut se positionner et passer un message à travers le slam. Déjà, je pense que de mon point de vue, nous n'avons pas atteint le nombre critique de slameurs qu'il aurait dû y avoir. Si ce nombre existe, il faudra déjà le fixer. Oui, non, mais si l'idée peut être de considérer que sur une échelle, disons à minima, ville, quartier, etc. et tout, on peut avoir au moins à identifier un poète accessible, en tout cas connu de tous. Or, je ne sais pas si c'est du côté où je vois les choses. C'est vrai, il y a beaucoup de mouvements, il y a de plus en plus d'occasions où on entend, on écoute des slameurs. D'ailleurs, il devrait y avoir un spectacle de slam chez moi demain. Mais qu'il y ait l'occasion pour chaque slameur, s'il le peut, à travers un texte à déclamer, de dénoncer un problème de la société, moi, tant mieux, je dirais. Parce qu'à la vérité, il y a tellement et tellement de choses à faire, à dire, à améliorer que la prise de parole, que ce soit ou par le chanteur-artiste, le poète ou le slameur, chaque fois qu'un acteur public, ça peut être le journaliste, c'est pareil pour vous, peut à l'occasion de l'audience qu'il peut avoir, profiter pour porter un combat, il fait bien. Après, tout est discutable sur la pertinence du combat, mais le débat qui est ouvert par un écrivain qui lâche une phrase, par un journaliste qui prend une position, par un chanteur qui postule une opinion sur un sujet, par le slameur et par le poète, ce ne sont que des moyens de créer la diversité, d'enrichir le débat public. Et je considère que s'il y a ce débat public qui se fait de plus en plus, parce que des gens se réclamant du slam trouvent l'occasion de porter un combat, c'est une chose qu'il faut applaudir, qu'il faut encourager. La question a été posée parce qu'au début du slam, vous référencez à une certaine époque, tous les slameurs étaient pratiquement panafricanistes. Qu'ils vous souviennent ce morceau de Kamal Radi, peut-être on va l'écouter tout à l'heure, il a dit à ça. Ce club auquel vous avez fait allusion aussi, 10 BP 229 aussi, au départ, avec quelques notions en référence à Thomas Sankara, à Samori Touré, et la liste, Dieu sait qu'elle n'est forcément pas incestive. Donc eux tous ont eu un début de panafricaniste, un mouvement qui, avec le temps aussi, a été galvaudé, monsieur Adiabo. Un gros débat que je ne vais pas mener. Un gros débat que je ne vais pas... Enfin, un gros débat, voyez-vous, le jeu de mots est là. Mais la question des courants, des grandes thématiques, vous savez, c'est aussi... à la base, et moi je parle en tant qu'enseignant, à la base sont des exercices pédagogiques. Les groupes, quand ils se constituent, parfois au début, pour animer le cercle, ils se donnent un thème
et puis tout le monde écrit là-dessus. Je vous rappelle, dans Elle comme littérature, on l'avait fait, un groupe défunt auquel on avait été associé à l'époque, où on se donnait des thèmes, et puis on écrivait, chacun écrivait un texte sur ce thème-là. Donc, cette forme d'exercice peut très vite, on va dire, dévier vers une certaine habitude, une certaine préférence ou un certain choix assumé d'un cercle constitué de se prononcer comme une espèce de niche où ils ont de l'inspiration, où ils ont des choses à dire, où ils s'identifient par rapport à un certain combat. Je pense que d'un point de vue purement esthétique, c'est un droit qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, reprocher, quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au poète. Et après, effectivement, il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode parce que il y a des gens, quand ils arrivent dans un milieu, ils se disent, bon, ok, qu'est-ce que le slam? Le slam, c'est les cheveux afro, parce qu'ils ont vu Kamal. Le slam, c'est le panafricanisme. Le slam, c'est la façon de dire les choses, c'est la violence dans le temps. Donc, ils vont s'identifier à un ou deux de slammeurs et c'est de cette façon qu'ils vont entrer dans le cercle. Mais après, et là, moi, je parle en tant que spécialiste de gestion de carrière artistique, à un moment, c'est vrai qu'il faut communiquer avec les jeunes, qu'ils soient slammeurs, chanteurs ou autre chose, pour que chacun trouve sa voix. Qu'on l'écrive avec X ou avec E, la question reste complètement entière. Que chacun trouve sa voix pour pouvoir s'exprimer et rester cohérent dans la durée, en fait, par rapport à lui-même au niveau, j'allais dire, purement microcosmique. Mais d'un point de vue macro, M. Amosso a réglé la question. On n'a pas encore assez de slammeurs, assez d'occasions pour estimer que les préoccupations sont largement entendues dans un milieu africain où déjà on n'est pas sûr qu'il soit écouté par ceux qui prennent les décisions, mais les rares fois que ça arrive, moi, je souffrais qu'il y ait davantage de slammeurs qui puissent se prononcer sur les préoccupations de leur société. Ça, c'est à souhaiter, mais c'est au niveau purement macro. Mais au niveau micro, effectivement, que chacun puisse faire un slam ou une poésie qui lui ressemble, avec laquelle il se sent en harmonie dans le temps et dans l'espace. Et un écrivain, il a le droit également d'évoluer par rapport à sa propre construction, à ses thématiques. On a vu tout le débat sur la négritude, on a vu même l'évolution des textes, on a vu des courants qui se sont ramollis par rapport à un sujet ou qui se sont plutôt durcis par rapport à d'autres. Et on a vu des chanteurs qui au départ chantaient sur un thème précisément, mais qui après sont partis sur d'autres. Il y a cette liberté artistique, tant que c'est cohérent et qu'un message passe et qu'il y a une communauté, ça c'est la partie la plus importante de l'histoire, qui se crée autour de votre art et des gens qui sont réceptifs à ce que vous faites et un message qui peut traverser le temps, je pense que la question ne se pose pas. Mais effectivement, il y a un danger à ce que on limite, on réduise toute la potentialité. Que tout le potentiel soit ramené à 1, 2, 3 sujets en pensant que c'est quand on évoque ces sujets-là qu'on est dans le slam. Mais en fait, le slam, c'est la façon de dire les choses. Ce n'est pas forcément les choses qu'on dit. Parce que les choses qu'on dit, on en a parlé quand on menait le débat plus général sur la poésie. Toutes choses pouvant évoquer des émotions, des images, du son, du sens, du contresens et tout événement ou tout sujet pouvant toucher est poétisable, pour reprendre le néologisme du père de la névralgie. Et donc, voyez-vous, la poétisabilité, pour ainsi dire, mais là, vous continuez. de toute thématique est indiscutable. Donc, les gens sont libres d'aller sur le thème qui leur chante et même de chanter le thème qui leur va. Mais à un moment, ce n'est pas à nous de restreindre, n'est-ce pas, leur capacité à aller dans le sens qu'ils veulent. Mais effectivement, ça peut devenir très saturé. Et je comprends votre position. Vous êtes dans les médias. Donc, quand il y a 2, 3, 4, 5 slammeurs qui passent et que ça se ressemble, vous le voyez tout de suite. Parce qu'après, ça sature, ça manque de richesse, ça manque de diversité, ça manque d'ouverture, ça manque d'appropriation, ça manque d'esthétique personnelle, ça manque d'identité. Et effectivement, ça peut être un problème esthétique, un problème de genre, un problème de carrière. Mais ça, on peut toujours remédier. Il y a de la formation, il y a de la sensibilisation. C'est un peu ce qu'on fait là aussi. En termes de défis et de perspectives, Monsieur Amosso,
comment l'entrevoyez-vous sur ces deux aspects, la poésie? Non, de façon générale, il y a un défi littéraire parce que pour l'histoire, pour l'avenir et pour nos pays, il est de plus en plus perçu la nécessité de laisser des traces dans l'histoire, des traces suffisamment fortes pour que l'appréciation de la contribution de notre continent, de nos pays, ne soit plus l'objet de sous-estimation comme on a pu y avoir assisté ces derniers temps, je vais dire. En l'occurrence, parce que généralement, et par le passé, là, en Afrique, c'est beaucoup exprimé sous forme orale. À telle enseigne que les premiers éléments, ou en tout cas la plupart des éléments écrits qui témoignent de l'histoire littéraire des peuples, a laissé passer une certaine antériorité de l'histoire européenne sur l'histoire africaine. Donc, poser un acte d'écriture aujourd'hui, de façon générale et plus singulièrement, un acte poétique, c'est, disons, laisser une trace pour que demain, elle contribue aussi à construire l'histoire de l'Afrique qui se trouve en chemin. Pour cela, je pense que tout ce qui se fait, tant dans le secteur, que ce soit de la poésie classique, que ce soit du slam, la musique, globalement, tout ce qui est œuvre de création a besoin d'être encouragé, d'être amplifié et surtout d'être sécurisé pour que demain, cette trace de l'histoire encore soit la matérialisation de l'histoire et de la contribution des Africains à l'humanité en chemin. D'accord. Oui, monsieur Adiapo. Je pense que la poésie béninoise gagnerait à travailler sur certains axes que je vais énumérer rapidement, en plus de m'associer complètement à ce que M. Amoussou vient de dire. Le premier axe, c'est la collaboration. Les anthologies qui ont existé doivent continuer. Les ouvrages collectifs, des poèmes à 2-3 mains, doivent continuer pour que les poètes d'aujourd'hui unissent leur lectorat et défrichent de nouveaux champs, de nouveaux territoires. Deuxième axe, c'est plus de livres, plus de promotion. À la limite, saturer même le secteur. Parce que si on regarde les statistiques, on peut facilement se rendre compte qu'il y a plus de publications de manuels scolaires que de romans, de nouvelles et de poésie. Et donc, si les poètes publient plus et saturent le secteur par leur présence, eh bien, la force du nombre, n'est-ce pas, de publications et la force du nombre d'auteurs, ça peut permettre de mettre en lumière le genre poétique. Le troisième axe, c'est de diversifier les supports. Aujourd'hui, la poésie s'accède par la scène, mais aussi par des livres audio, n'est-ce pas? On peut écouter de la poésie à la radio, on peut écouter de la poésie en voiture, on peut écouter de la poésie chez soi en travaillant, on peut écouter de la poésie comme des podcasts. Donc, il faudrait que les poètes contemporains, et ça a commencé, je connais des jeunes auteurs qui ont compris la nécessité, c'est pas exactement dans la poésie, mais Fabroni Biliouclouno récemment, dans sa dernière publication, et il a pensé à cette forme hybride, n'est-ce pas, de la publication avec Harmonie. Nous étions sur le salon du livre à Paris, nous en avons parlé, et il faut plus que nous ayons dans ce sens-là, parce qu'il y a des personnes qui sont en fait un peu réticentes ou réfractaires ou allergiques au format papier, mais qui peuvent quand même écouter de la poésie dans sous d'autres formes, parce que les trajets sont longs, les gens habitent en périphérie, le temps de quitter Cotonou pour Calavi ou Calavi pour Cotonou, et vice-versa, ou vice-versa, eh bien, écouter de la poésie en chemin, ça peut faire du bien. Alors, évidemment, ne pas négliger l'apport de la musique, c'est ce qui est fort dans le slam, et vous comprenez que je sois stratégiquement outillé pour en parler. Vous êtes totalement dans votre barrique. En réalité, la musique est tout le bien qui pouvait arriver à la poésie avec le slam. C'est l'autre matrice qui permet à la poésie de s'exprimer, de toucher les gens, de créer un environnement où justement les émotions, la sensibilité, les images et les sons font corps et font sens. Et aller vers d'autres univers aussi, parce qu'il ne faudrait pas que la poésie soit satisfaite d'elle-même, que les poètes soient satisfaits d'eux-mêmes et se plaignent qu'on n'aille pas vers eux.
mais qu'on bouge, qu'on aille vers les salons, qu'on aille vers les festivals, qu'on aille dans les écoles, dans les universités, comme ça se faisait au début, parce que c'est comme ça que l'islam s'est construit au Bénin, qu'on aille vers les autres, qu'on aille davantage vers les plateaux, qu'on n'attend pas que vous nous appeliez, et qu'on propose des émissions même dédiées. Il y a des chroniques qui ont commencé, quelque chose qui se fait sur différentes télés que je ne vais pas nommer, parce que je ne suis pas ici pour faire la promotion des émissions. Mais voyez-vous, dans cette logique, il faudrait que nous puissions prendre des initiatives, pourquoi pas créer des émissions sur Internet, des émissions sur YouTube, etc., TikTok, des petits formats, pour que la poésie puisse, n'est-ce pas, aller vers d'autres terrains, sous d'autres formats et toucher davantage de personnes. Quand on aura fait toutes ces choses et qu'on va travailler peut-être un peu encore sur le format et l'accessibilité du livre, le prix, la cible, le dimensionnement du marché et également la mise en place de toute la chaîne. Parce qu'en fait, le poète seul ne peut pas résoudre la question. Il faut des personnes qui font la promotion, qui travaillent sur la communication, il faut des prescripteurs, il faut des critiques. C'est toute une industrie et si toute la chaîne, n'est-ce pas, ne se met pas en place, l'esthète seul à un moment donné, comme disait le reggae man, lui, il produit son affaire et il va cultiver son champ de je ne vous dis pas quoi, qui peut être de l'herbe sur laquelle on marche ou de l'herbe qui vous fait marcher, voyez-vous. Donc, chacun va cultiver son jardin, et ça, je parle au sens propre, les reggae man, ils savent cultiver leur jardin au sens propre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'esthète, s'il est laissé seul dans une industrie où il y a plusieurs maillons, dans une chaîne où il y a plusieurs maillons, à un moment donné, il va se concentrer sur son écriture s'il arrive à continuer et à être, n'est-ce pas, dans tout ce qui est alimentaire pour la survie, payer ses factures. Et ça va rester là. Moi, j'ai lu des bouquins dont je n'ai jamais entendu nulle part, on va dire, où je n'ai pas eu d'écho après le lancement, nulle part. C'est-à-dire que je n'ai plus jamais entendu parler de ces livres, nulle part, depuis que moi j'ai été au lancement et que je les ai acquis. Parce qu'il y a comme un certain enlisement des ouvrages après leur lancement, comme une certaine fatigue, comme un certain essoufflement de toute l'énergie autour qui devrait porter, n'est-ce pas, les écrits à un certain niveau de diffusion, de publicité, de promotion, d'accessibilité aussi. Si ces questions-là sont résolues, je pense qu'on peut espérer que... et puis la poésie, je vais finir par ça, il y a une poésie utilitaire, il y a une poésie de la drague, il y a une poésie pour réconcilier les couples en difficulté, il y a une poésie pour préparer des soirées torrides, des week-ends. Il y a une poésie alimentaire, il y a une poésie élémentaire à laquelle nous ne faisons pas attention. Mais moi, j'ai déjà eu beaucoup de retours de lecteurs qui se sont inspirés de nos différents fragments de livres, n'est-ce pas, pour atteindre des objectifs que je ne voudrais pas énumérer sur ce plateau. Et donc, plus nous allons mettre en avant également le fait que la poésie peut être pratique, le fait que la poésie, par exemple, peut innerver une demande en mariage, le fait que la poésie peut intervenir dans une dot. Moi, je connais des textes en langue française ou en fond ou des chansons, quand vous prenez des chansons de G.V.K., etc., qui peuvent faire bouger les lignes. Mais quand on ne va pas mettre la lumière sur ces choses-là, on va se plaindre que notre poésie ne soit pas assez promue, alors qu'elle a également des usages, on va dire, secrets et très, très efficaces. Merci beaucoup à vous, Monsieur Meshak Diaro, enseignant de musique et également écrivain. Monsieur Constantin Amonsou, qui est écrivain aussi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions donc au cœur de la poésie, un art en pleine mutation. Nous avons mis cela dans le contexte béninois. Moi, je vous retrouve demain.